On a évoqué le front libanais. Parlons de ce qui se passe avec les Houthis, puisque les Houthis, c'est un des fronts dont parlait tout à l'heure Benjamin Netanyahou. Revoyons ces 7 fronts où il y a la Syrie, le Liban, l'Irak, le Yémen, la Cisjordanie, où on le rappelle toujours, d'ailleurs, pour équilibrer dans cette émission, on essaie toujours d'objectivité de faire. Là où les problèmes de Cisjordanie, notamment, c'est l'occupation illégale par Israël en Cisjordanie avec des colons israéliens d'une extrême brutalité qui se comportent extrêmement mal, et il faut aussi le rappeler. Mais la réalité aussi, c'est qu'Israël est menacé par tous ses voisins, puissances arabes, dont il n'y a aucune démocratie. Aucune, je crois qu'on peut dire. Est-ce qu'il y en a une seule ? Le Liban. Est-ce qu'il en reste ? C'est une démocratie consensuelle. C'est un pays à la dérive et qui a été phagocyté par le Hezbollah, justement, mais ça reste une démocratie. Ce qui reste en tout cas de l'État libanais, les Houthis. Regardez, le Yémen tout au sud, le Yémen où se trouvent les Houthis, qui sont une puissance militaire. Écoutez la sirène tout à l'heure en raison des tirs Houthis à Tel Aviv. Ces images sont impressionnantes, évidemment. C'est rappeler d'abord qu'Israël n'est pas hors d'atteinte, y compris les Houthis. On pensait que les Houthis, une petite organisation, mais puissamment armée, payée de nouveau par l'Iran. L'argent de l'Iran est partout. Tout à fait. Pas que. Tout à fait. Et formé par le Hezbollah. En Moyen-Orient, on a découvert les Houthis vraiment avec une vidéo qui a fait le tour de la toile. Et c'était en fait des combattants du Hezbollah qui étaient au tableau, comme des professeurs d'école, et les Houthis étaient presque sans chaussures, assis en tailleur, et ils découvraient vraiment le b.a.-ba de la lutte armée. C'était il y a 10 ans, exactement. C'était le djihad pour les nuls, et désormais, aujourd'hui, ils sont capables d'atteindre Tel Aviv. Oui, on l'a vu avec des vidéos extrêmement impressionnantes. Il y a à peine quelques mois, où on voyait un débarquement sur un navire, un pétrolier ou un porte-container avec une arrivée en hélicoptère, tout ça filmé un jeu vidéo. Non, c'était effectivement en mode jeu vidéo, mais extrêmement impressionnant. Ils sont capables de tirer, et ils ont tiré un certain nombre de missiles, dont un balistique sur Tel Aviv. La prise de risque, Didier François, la prise de risque d'Israël, il faut bien le dire. On a vu tout à l'heure, dans le ciel de Beyrouth, il y a une supériorité aérienne très puissante d'Israël, mais elle n'est pas totale. Israël peut prendre des coups. D'abord, c'est pas qu'ils prennent des risques, c'est qu'ils sont attaqués depuis par l'ensemble de l'axe de la résistance. En fait, c'est une stratégie qui a été voulue et conçue par les Iraniens, qui, puisque vous l'avez remarqué, il n'y a pas de frontière commune entre Israël et l'Iran. Pour pouvoir frapper en Israël et menacer Israël, ils ont créé des milices qui lui aura été favorable. Alors une milice qui s'appelle le Hamas, qui certes est la seule qui ne soit pas chiite dans la région, mais enfin qui l'aurait complètement inféodé, et qui par Gaza a pu effectivement pénétrer sur le territoire israélien, attaquer entre autres ce festival et les kibboutz qu'il y avait autour, et au nord le Hezbollah à partir du Liban. Donc la stratégie d'Israël est d'abord de casser cette menace d'invasion terrestre ou de menace terrestre qui était représentée par ces deux organisations-là. Ensuite, ils traitent à plus longue distance et en prenant de ce point de vue-là moins de risques les Houthis, l'Iran, la Syrie et l'Irak, qui là, pour le coup, comme ils n'ont pas de frontières communes, c'est une guerre par missiles interposés ou par avions interposés. Didier François, on parlait de l'aide puissante de l'Iran, il y a aussi l'aide des Russes. Et parlons-en avec vous, Émilie. Les Houthis, en fait, d'abord, ça a commencé il y a un paquet de temps. Attendez, excuse-moi, désolé. Regardez le bon élève, c'est vraiment le bon élève. C'est quoi dans le petit Nicolas? C'est qui le Agnan? Il y a Agnan qui est là. Voilà. Je sais, monsieur, moi je sais. J'ai des lunettes. On sait que vous savez, Didier François. On sait que vous savez. Vous êtes tellement déterminé qu'on vous redonnera la parole juste après. On va vous coller quand même, vous allez voir. Il y a un certain Victor Bout qui serait de retour aux affaires. Souvenez-vous de cette image. Décembre 2022, la basketteuse américaine Brittney Griner, qui est à gauche de l'écran, était échangée contre le célèbre marchand d'armes russe, Victor Bout.
à droite. Il était emprisonné aux États-Unis depuis déjà 15 ans. On le surnomme le marchand de mort. Et on pensait peut-être, alors naïvement, qu'il avait démarré une carrière politique en Russie parce qu'il avait rejoint un parti ultranationaliste pro-Kremlin. Mais il nous a bien berné, car Viktor Bout serait bel et bien de retour aux affaires. C'est le Wall Street Journal qui vend la mèche. On apprend que 2 représentants des Houthis sont venus cet été en Russie. Alors officiellement, bon, nous ça nous a fait sourire avec Darius, mais officiellement, ils ont justifié ce déplacement par des achats de pesticides. Bah tiens. Voilà. Je disais bien qu'il y avait un truc. En tout cas, il y avait, vous avez raison, il y avait anguille sous roche. En réalité, ils étaient là pour acheter des armes. Le journal américain raconte ceci: lorsque des émissaires houthis se sont rendus à Moscou en août pour négocier l'achat d'armes automatiques d'une valeur de 10 millions de dollars, ils ont rencontré un visage familier, le moustachu Bout. C'est l'article qui le dit. Il est moustachu, formellement, je sais pas. C'est un peu bizarre d'écrire ça. L'avocat américain de Viktor Bout explique que tout ceci est complètement faux, qu'on a tout inventé. Viktor Bout a cessé ce genre d'activité depuis plus de 20 ans. Mais regardez, la suite est très intéressante parce que ça a toute son importance. Cet avocat de Viktor Bout dit: mais si le gouvernement russe l'a autorisé, cela ne serait pas différent de l'envoi par le gouvernement américain d'armes de destruction massive à l'un des adversaires de la Russie, Ça s'appelle un aveu. l'Ukraine. Eh oui, moi aussi je trouve. Qu'en pensez-vous, Catherine? Mais j'en pense que nos confrères américains ont tout à fait raison, parce que au moment même de l'échange, on avait dit que justement le Kremlin tenait absolument à récupérer Viktor Bout parce qu'il avait des contacts à peu près sur toute la planète concernant les ventes d'armes, et qu'après une période où il était censé se faire un peu oublier, justement, on allait l'utiliser pour ses compétences. Alors, le pesticide, on ne savait pas encore qu'il avait le bras long en la matière, mais justement utiliser ses compétences pour essayer de passer sous les radars et continuer des trafics d'armes. Il y a un autre élément qui est intéressant, c'est que vendredi, Vladimir Poutine va rencontrer le président iranien au Turkménistan, je crois. Donc, on voit que tout ça, au-delà du pesticide, il y a quand même beaucoup de choses qui sont en train de se nouer et de se vendre en ce moment. On voit les vieux blocs se reformer. Rappelez-vous quand Léonid Brejnev recevait Yasser Arafat, etc., la vieille alliance entre le monde arabe et le monde soviétique. Pour Poutine, qui est quand même un ancien lieutenant-colonel du KGB, né, d'ailleurs, je crois que c'est son anniversaire aujourd'hui. Oui, c'était le 7 octobre. Oui, c'est le 7 octobre, c'est aujourd'hui que Vladimir Poutine a 73 ans, je ne sais pas quoi. 72. Voilà, il était votre compagnon d'école, mon cher Sergueï Girnov. Vous êtes avec nous en direct. Bonsoir, merci beaucoup d'être là. Alors lui, il y a cru à l'histoire des pesticides. Bah oui. Il est lu pour Primakov. Normalement, il y a tous les livres de Sergueï Girnov autour de lui, mais là, il est d'une modestie exquise. Il est seul. Sergueï Girnov, sérieusement, on a l'impression d'un retour des années 60 ou 70, quand les soviétiques aidaient puissamment le monde arabe. Ça y ressemble? Oui, tout à fait. Vous savez, il y a plusieurs époques qui reviennent, parce qu'en fait, il y a aussi l'époque des années 1990 où on tuait pas mal de gens. On tirait dans les villes de Saint-Pétersbourg et de Moscou avec Kadyrov. Et là, effectivement, dans le domaine géopolitique, on revient vers l'Union soviétique, parce que je vous rappelle quand même que les bolcheviks de OLP étaient aussi entraînés par le KGB, par la GRU, le renseignement militaire à Moscou et à Krasnodar aussi, là où actuellement il y avait les bases de Wagner. Ouais. Est-ce que là, il y a un effet réel? Est-ce que la Russie a des moyens considérables pour aider, en l'occurrence, les Houthis, mais l'Iran? Est-ce que la Russie a vraiment moyen de puissamment aider cet axe anti-israélien? Je crois que l'Iran, ils auront des problèmes, parce que bien évidemment, ils mènent la guerre contre l'Ukraine, et donc s'ils ont demandé les armes à l'Iran et qu'ils ont demandé les armes à la Corée du Nord, c'est qu'il leur manque. Vous savez, on dit actuellement que 50% en fait des obus qu'ils utilisent proviennent de la Corée du Nord. Donc bien évidemment, dans ces conditions-là, ils peuvent pas faire une aide massive des armes. Mais en revanche, les Houthis, ce n'est pas forcément fournir beaucoup d'armes. En fait, ils leur fournissent quelques éléments pour qu'ils, permettez-moi le mot, emmerdent le commerce international face à eux dans l'océan Indien. Oui, alors on a cherché à avoir la confirmation du côté du Kremlin. Dmitri Peskov a réagi sans surprise. Il dit: vous racontez n'importe quoi.
Nous avons vu cette publication du Wall Street Journal. Nous sommes plutôt d'avis pour dire que cette histoire est une fake news. Ou alors, c'est une tentative de dénigrement des élus représentant notre peuple. Voilà, il est un peu fonctionnaire, Sergei Girnov. Il se donne même pas la peine, pardon, pas Sergei Girnov, Dimitri Peskov. Vous aussi, vous êtes fonctionnaire, mais vous êtes notre fonctionnaire, donc ça change, c'est moins grave. Vous savez, je suis le traducteur officiel de la langue de Peskov vers la langue normale. Alors, qu'est-ce qu'il a dit en français normal? Il faut inverser, en fait. Il faut inverser à 180 degrés. S'il dit que ça n'existe pas, c'est que ça existe. Mais en même temps, c'est intéressant. Excusez-moi, la question que je pose à Sergei, c'est quel est l'avantage, je veux dire, parce qu'on est dans le cadre du conflit avec Israël qui est, qui est attaqué par tout le monde. Est-ce que véritablement armer les Houthis et diriger vers Israël? Je ne vois pas l'intérêt de la Russie d'avoir encore à apporter quelque chose dans la guerre contre Israël. Ce n'est pas ça, comme vous dites, le problème aujourd'hui. Alimenter les Houthis, ce ne sera pas forcément efficace. Ça peut perturber effectivement le trafic maritime international, mais je ne crois pas que ça s'inscrive, et ce n'est pas du tout l'intérêt de la Russie que de donner des moyens aux Houthis pour de nouveau taper Israël. Ce n'est pas du tout son intérêt stratégique, me semble-t-il, dans la région. Non. En fait, l'intérêt russe, on l'a vu le 7 octobre l'année dernière. En fait, quand il y a eu l'attaque de Hamas, et d'ailleurs on a retrouvé aussi les traces de la Russie derrière Hamas, parce qu'il y a eu des virements de 90 millions de dollars par la Russie de Hamas. La Russie a reçu la délégation de Hamas à plusieurs reprises, et en fait la Russie Poutine retrouve un intérêt absolument capital, parce que plus ça pose des problèmes au Proche-Orient, plus ça détourne en fait l'attention internationale de la guerre de Poutine en Ukraine. Et en fait, l'intérêt est ça. Et l'intérêt, Poutine veut créer les points de pression, les points où il y a des problèmes, les points problématiques partout. Et en fait, peu importe le résultat direct, bien évidemment, les Houthis sont trop loin. Il y a quand même 1000 kilomètres à travers le territoire d'Arabie Saoudite avant d'arriver en Israël. Mais ils peuvent créer des problèmes, et partout où il y a des problèmes, ça sert Poutine. C'est uniquement ça. Regardez cette image incroyable qui illustre cet aspect mondial dont vous parliez à l'instant. Là, on est à l'autre bout du monde, en Alaska, et les avions russes jouent ce jeu extrêmement dangereux de la provocation, mais vraiment très très rapproché. Il faut bien juste fixer les circonstances. Donc c'est un F-16 américain qui est venu pour intercepter l'avion russe. On est au large de l'Alaska. L'avion russe arrive derrière la caméra, il fonce, et on est à quelques mètres de l'avion américain. Racontez-nous, Didier. Là, vous êtes dans le cockpit du F-16, qui lui est en train d'aller intercepter un avion russe qui viole l'espace aérien. Ça, c'est classique, relativement classique. Mais cet avion est escorté par des chasseurs russes qui là font une manœuvre qui là pour le coup est extrêmement dangereuse parce que il y a des procédures pour faire ce genre de choses. On aurait dû en parler à Patrick Dutertre qui nous aurait bien expliqué ça. Mais vous voyez bien la manœuvre qui consiste à couper en fait. Voilà. Vous voyez bien que tout de suite. Oui. Ça coupe l'avion américain est complètement déstabilisé. Voilà, ça coupe la portance. Et donc là, il y a une mise en danger qui n'est absolument pas professionnelle dans sa façon d'être. Oui. Là, évidemment, si ça bascule, si l'avion tombe avec son pilote, si le pilote meurt, c'est un très grand événement, disons, entre les deux pays. Ils cherchent, là, ils sont toujours vraiment à l'extrême limite, les Russes. Hein. Mais c'est le danger, c'est qu'à force de jouer avec les lignes rouges, évidemment, on n'est jamais à l'abri d'un incident. Et là, effectivement, on le voit, ça crée une très grosse turbulence pour l'avion américain, mais qui se restabilise très vite. Mais c'est vrai qu'à force d'aller toujours tutoyer les endroits où justement il peut y avoir des affrontements qui n'en sont pas mais qui pourraient le devenir, un jour ça peut effectivement dégénérer, et c'est bien ce que redoutent les alliés d'ailleurs.